Donc, on va commencer avec la présentation du GIRCOR par non pas Laurent Borgiès, mais Alain Dubois, comme vous pouvez le voir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, si je vous dis recherche animale et transparence, certains diront que ce sont des mots qui longtemps n'ont pas été très compatibles. Au GIRCOR et avec les acteurs de la recherche animale, nous œuvrons au maximum pour faire en sorte que ces deux notions puissent enfin collaborer. Et je vais maintenant vous montrer un petit peu une des manières avec laquelle nous procédons. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le GIRCOR? Le GIRCOR est une association de loi 1901 qui réunit des acteurs de la recherche et de l'enseignement, publics ou privés, ayant recours aux animaux à des fins scientifiques. Nos missions se résument en gros en 3 points. Tout d'abord, répondre aux interrogations du grand public sur la recherche animale et ses alternatives, contribuer à l'amélioration des pratiques et enfin promouvoir la transparence. Pour ce faire, nous utilisons plusieurs outils. Donc, nous avons un site internet et des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre et sur lesquels nous partageons des interviews d'acteurs de la recherche animale et de la recherche sur les méthodes, utilisant des méthodes alternatives, excusez-moi. Nous publions aussi des vidéos, des fact-checking, mais aussi des infographies, toujours sur le thème de la recherche animale et de ses alternatives. Maintenant, je vous parle un peu de transparence. Donc, le Royaume-Uni, en 2014, a été le premier pays à instaurer une charte de transparence sous l'impulsion d'Understanding Animal Research. En 2021, la France, sous l'égide du GIRCOR, a aussi entrepris sa démarche de transparence et a publié son premier rapport en 2022. Aujourd'hui, de nombreux pays se sont alliés euh, au chemin de la transparence, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, l'Australie et bientôt les États-Unis. Donc, il y a clairement un engagement commun et ça va dans le bon sens. Concernant le GIRCOR et la charte de transparence que nous mettons en ligne et que nous faisons signer, il y a 4 engagements à respecter. Tout d'abord, expliquer le pourquoi et le comment de l'expérimentation animale, diffuser les informations au grand public et aux médias, faciliter les échanges d'informations avec le grand public et les médias, et enfin, chaque année, produire un document montrant les progrès en matière de transparence. Donc, cette charte a pour but, c'est une démarche quand même globale et qui nous semble nécessaire. Il faut être proactif et réactif lorsqu'on signe la charte de transparence. Et donc, comme je vous l'ai dit, 2 rapports ont déjà été publiés. Le troisième sort d'ici quelques semaines. Et le but, donc, au niveau du GIRCOR, c'est d'accompagner tous les acteurs de la recherche animale dans la transparence afin de changer le paradigme passé qui était voilà, de cacher ses activités. Et on pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux exposer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait afin d'éviter les erreurs d'interprétation. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, laisser la parole à Alain Alonso. Merci à Alain, et en plus, tu as tenu le temps, qui va nous présenter MadTech. Okay. Bonjour à tous, Alain Alonso, je travaille chez Matech et donc je représente Matech aujourd'hui, fier de sponsoriser cette journée française des 3 R. Donc, 4 slides pour présenter l'entreprise, ça va être assez court, c'est du flash. Donc, Matech est une société qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine, qui est le leader mondial des tissus reconstruits in vitro, tissus humains, qui est maintenant la propriété du groupe Baiko, qui est un groupe suédois. Vous devez connaître peut-être sa marque emblématique et le Cell-Link, qui sont les imprimantes, les bio-imprimantes en fait. Donc pour une présentation très courte, quelques slides valent mieux que long discours. Donc Matech, en fait, donc 40 ans, comme je vous l'ai dit, plus de 1100 références techniques, publications, posters et autres, cité 500 fois dans des dépôts de brevets, 90 personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, avec 3 sites de production, 2 en nom propre, un aux États-Unis, près de Boston, qui est le lieu original de création d'entreprise, un à Bratislava en Europe et un conjointement avec notre partenaire Selex qui vient d'ouvrir en Chine pour servir le marché chinois. Nous avons à ce jour 17 modèles qui sont commercialement disponibles, en fait, qui couvrent l'ensemble, enfin, une grande majorité du corps humain. Nous avons débuté notre aventure avec la peau et nous avons étendu maintenant à différents autres modèles, que ce soit des modèles respiratoires, des modèles de métabolisme, comme vous pouvez le voir, donc les respiratoires, le nasal, les bronches
et les modèles alvéolaires. Pour ce qui est du métabolisme, nous avons maintenant des modèles sur le foie, le rein, l'intestin, le côlon. Voilà. Et nous avons commencé également, à la demande de nos clients pharmaceutiques, à produire des modèles animaux également. Une slide pour vous présenter les avantages des produits en 3 dimensions que Matec produit. Donc d'abord, les modèles Matec sont produits uniquement via des cellules humaines primaires, donc pas de lignée cellulaire, pas de cellules souches, ce qui nous permet, avec notre technologie propriétaire, de produire des tissus qui sont structurellement et fonctionnellement reproductibles et qui reproduisent effectivement les réactions de l'organe qui est traité. Nous avons également effectivement des validations réglementaires, ce qui est assez important dans le cadre de tout ce qui est recherche de sécurité. Les modèles étant produits dans des inserts en plastique, nous avons donc capacité à appliquer soit en topique, soit en systémique tous les produits qui sont testés. Et dans le côté effectivement facile à utiliser, il n'y a pas de limitation, quelle que soit la propriété physico-chimique du produit. Ça peut être du liquide, de la poudre, un gel, un produit qui est collant, même du textile en fait qui ont été utilisés. Les modèles sont réputés cost-effectifs et ils sont, et c'est là une des grandes qualités en fait de nos modèles, très reproductibles. Pour vous donner une idée, une validation telle qu'au CDE, comme on pourrait le voir dans la slide suivante, ça prend 10 ans. Donc, durant 10 ans, vous devez démontrer effectivement que, quel que soit le lot, quelle que soit la production, par rapport à des molécules de référence, vous êtes capable de trouver les mêmes résultats. Donc, en quoi nos modèles sont utilisés? En fait, dans quelle thématique? 3 grandes thématiques, la sécurité, l'efficacité et la recherche en général. Donc, en sécurité, nous avons soit une sécurité réglementaire, type OCDE, 4 modèles validés en termes de OCDE, 431, 439, 92 et 98, corrosion cutanée, irritation cutanée, phototoxicité, irritation oculaire, et une ligne directrice ISO, irritation des dispositifs médicaux. Et on en a encore qui sont sur le point d'être validés. Et en dehors de cet aspect de toxicologie réglementaire, nous avons également aussi effectivement la toxicologie avancée. Une information à vous donner, récemment, l'Université de Saclay a publié un brevet sur lequel un de nos modèles était utilisé pour démontrer l'innocuité du produit. Efficacité dans le domaine de cosmétiques, pharmacie, et dispositifs médicaux, et recherche et développement en général auprès d'instituts académiques européens et américains. Voilà, brièvement, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez d'autres informations. Nous avons bien sûr un site internet, www.matec.com, une chaîne YouTube où il y a toutes les illustrations, c'est des protocoles. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Donc, on commence par Monsieur François Busquet de Altertox. Merci, je ne suis pas sûr de faire 3 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Ah, ok. Donc, brièvement, je voulais me présenter aussi. J'ai fait mon doctorat à l'Institut de toxicologie chez Merck en Allemagne sur le développement d'un test utilisant les œufs de poissons zèbres pour des protératogènes. Et ensuite, je suis parti à la Commission européenne au centre de recherche en Italie pour faire de la validation de méthodes alternatives. Et c'était là où j'ai en fait découvert l'interface science et institutions européennes et les politiques européennes sur les méthodes alternatives. Donc, les missions d'Altertox, en fait, c'est de la communication et de la dissémination sur les méthodes alternatives, les projets scientifiques. Et notre valeur ajoutée, c'est cette interface science et policy qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et on a un taux de succès de participation dans les projets européens qui est de plus de 57%. Donc, il faut savoir que la moyenne européenne, on est entre 12 et 15. Et on travaille avec 4 projets en ce moment, dont Precision Tox, qui travaille avec des modèles de recherche biomédicale qui ne sont pas considérés comme des tests sur animaux selon la directive. Donc, on a le C. elegans, la drosophile, le xénope ou les embryons de poissons, les embryons de grenouilles, etc. En étant au cœur, en fait, du contexte réglementaire, des directives à Bruxelles et aussi en suivant les tendances des projets européens, on est à même de supporter, de conseiller le développement stratégique des méthodes alternatives pour le secteur privé.
Et on s'est aussi intéressé à aider l'éducation des méthodes alternatives pour les universités, les SBEA et les comités d'éthique. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter en particulier aujourd'hui. C'est la Tata Box, qui est un serious game pour 2 publics. On a le premier, en fait, c'est inspirer les futures générations de toxicologues. Finalement, c'est pour les formations master. On a une première partie d'initiation où on découvre l'écosystème, on fait un brainstorming, où on crée le chemin idéal vers l'acceptation réglementaire. Et puis, on propose aussi de vivre l'expérience de la validation à travers l'œil du régulateur. Donc, qu'est-ce que la personne va finalement rechercher lorsqu'elle évalue une méthode? Et les points d'apprentissage à souligner, c'est l'identification des NAMs, le vocabulaire associé, puisqu'on a un glossaire en ligne, la compréhension du point de vue des partenaires sociaux qui jouent un rôle fondamental dans le développement des NAMs, et l'identification des étapes clés qui vont amener la robustesse et la reproductibilité de la méthode. Le deuxième public, c'est faire un pont entre la théorie et la pratique, maîtriser les 3 R dans le quotidien du chercheur. Et donc, c'est de la formation continue ou de l'initiation, là aussi, découvrir l'écosystème, apprendre le vocabulaire, faire un brainstorming. Et là, on a fait une modification, c'est-à-dire qu'on commence par la question scientifique et on voit quel chemin on doit poursuivre pour arriver à sa résolution. Et une partie supplémentaire, c'est comment fonctionne ou appréhender une DAP et le comité d'éthique. Donc, les points d'apprentissage, identification des NAMs, dialogue entre les participants, échange de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension des besoins des comités d'éthique et la préparation à la soumission des dossiers de conception d'études. Donc là, j'ai mis une photo cracra. C'était hier, avec les collègues. On a fait une partie. Et donc, on a commencé d'abord avec la question scientifique. Et donc ici, c'était étudier l'implication inflammatoire dans la fibrose hépatique. Et donc, l'autre, c'était soigner les neuropathies. Et donc, c'est un chemin qu'on peut retrouver. J'ai souligné aussi ici les short notes qu'on peut mettre en avant comme moyen de communication. On aurait pu mettre AREA au début dans la conception de l'étude. Donc, il y a une flexibilité en fait dans l'outil qui permet de souligner en fait des éléments d'apprentissage que la personne en charge de la formation peut mettre en avant. Et c'est pareil ici. Là, j'avais fait un lien avec Ribbon qui avait été présenté hier. Donc, on peut toujours mettre en avant du contenu spécifique. Donc, voilà, un succès en Europe, c'est déjà plus de 160 unités vendues, une forte audience, des workshops, et on a un public majoritairement académique. Et je vous ai mis quelques-uns des partenaires avec qui on a déjà travaillé. Merci. Donc, une souris n'est pas une orange. Kevin Dante de Charles River. Donc, c'est à vous. Merci. Merci. Donc, chers collègues, chers amis, chers clients, je n'ai que 3 minutes pour vous parler de Charles River. Alors, j'aurais pu insister sur notre accompagnement scientifique tout au long de la chaîne de valeur du médicament. J'aurais pu vous parler de notre ancrage territorial local fort dans le sud du Beaujolais. J'aurais pu vous parler des 4,2 millions d'euros que nous dépensons chaque mois à l'échelle mondiale pour le développement des méthodes alternatives. Mais voilà, je n'ai que 3 minutes, alors j'ai décidé de vous parler de sexe et de calvitie. Mais avant tout, je voulais vous donner un chiffre, 8 300 000. 8 300 000, c'est 4 fois la population de la ville de Paris. Mais 8 300 000, c'est aussi le nombre de rongeurs et lapins élevés et non utilisés dans un protocole en 2022 en Europe. Soyons honnêtes, c'est beaucoup trop. Alors, je vais essayer de vous donner 2 moyens de réduire ce nombre et commençons par parler de sexe. Parler de sexe est toujours quelque chose de très important, alors n'ayons pas peur des mots. Le biais de sexe est une composante à l'origine de la crise de la reproductibilité en sciences. Avoir un sexe sous-représenté pendant les phases précoces de la recherche préclinique peut conduire à des erreurs d'interprétation scientifique ou alors à un défaut d'efficacité des médicaments développés chez l'animal. Et pour ça, je vous invite à regarder le replay de l'excellent webinaire du FC3R sur le sujet, animé par Katia Ancelin et Virginie d'Anglemarie. Alors, dans les faits, où en sommes-nous? Alors, ici, je vous ai mis le sexe ratio des animaux vendus en 2023 par notre site français des Oncins, selon les espèces et les souches. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, ça nous dit que c'est possible d'équilibrer les sexes, comme on le voit chez le cobaye,
où nous vendions encore 80% de femelles il y a 10 ans. Ça nous dit qu'on y est presque chez le rat, où nous vendions 80% de mâles il y a encore 5 ans. Ça nous dit que des efforts sont faits sur certaines souches de souris, comme la C57 Black 6, mais ça nous dit aussi qu'on est encore très très loin du compte sur les animaux SOPF immunodéficients, comme vous voyez sur le graphique. Et comme dirait l'autre, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Pour terminer, j'aimerais aussi vous parler des souris moches, car oui, même les souris ont le droit d'être moches. Et chaque année, ce sont des milliers d'animaux qui sont euthanasiés pour la seule raison qu'ils présentent une alopécie, alors même qu'il s'agit d'un phénomène normal chez un certain nombre d'espèces ou de souches. C'est par exemple le cas pour la Black 6J, où le JAX lui-même précise que l'alopécie résultant des interactions sociales entre souris, le surtoilettage, est considérée comme une caractéristique normale de la C57 Black 6J et des souches associées, et que rien n'est fait pour empêcher la livraison de ces animaux. Sauf que voilà, en Europe, ces souris sont tuées parce que personne n'accepte les souris moches. Alors, que je suis sûr qu'il y a du monde dans cette salle pour penser que la calvitie, ça peut aussi être sexy. Alors, vous l'aurez compris, la nature produit un sexe ratio équilibré. Et contrairement à chez Intermarché, une souris moche ne fait pas du très beau jus. Alors, de grâce, sauvez les mâles, sauvez les moches. Merci. Alors, pour commencer avec le premier sponsor, je vais laisser la parole à Madame Corinne Simon de la société Etisens. Merci à vous, merci aux organisateurs de me permettre de présenter ma société. Je suis la cofondatrice de l'entreprise Etisens. Je vous introduis ce qu'on fait par une petite animation très courte. On va parler d'animal. Ça change un peu de tout ce qu'on a entendu ce matin. Je vais vous parler de technologie et technologie digitale non invasive pour faire des études sur vos animaux corps entiers. Alors, un petit mot d'abord sur Etisens. Donc, Etisens, c'est une société française qui a été créée à partir d'un projet universitaire porté par le laboratoire TIMC à Grenoble. Et aujourd'hui, on est à peu près 14 personnes, on est basé à Lyon et on développe des solutions de monitoring non invasives à partir de gilets instrumentés, que ce soit pour les animaux, et vous verrez de différentes tailles et de différentes espèces, mais aussi en recherche translationnelle avec un gilet qui est adapté à l'homme pour faire des recherches sur l'homme, par exemple. Alors, quand vous achetez une solution chez nous, vous achetez une solution française. Voilà, ça fait plaisir de le dire. Hein. Nos sous-traitants sont pour la confection des gilets dans la région de Saint-Étienne et pour l'électronique en Rhône-Alpes. Donc, on est même rhône-alpin pour être exact. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait de la télémétrie par gilet. Alors, on dirait que ce n'est pas nouveau. Non, effectivement, ça existait depuis longtemps pour l'homme et pour des gros animaux. Ce qui n'existait pas, c'était pour les petits animaux. On a donc fait notre preuve de concept depuis le début de l'entreprise et même avant au laboratoire sur le rat, qui est une espèce pour laquelle il n'y avait pas de solution de télémétrie. Qui dit télémétrie dit recueil d'un ECG en surface, d'études de paramètres respiratoires par des bandes respiratoires intégrées au gilet et d'accéléromètre qui permet de faire un peu de comportement. Voilà ce qu'on vend et on le vend aujourd'hui pour des types d'études très courtes, des snapshots, des études sur 24 heures ou des études longitudinales pour lesquelles vous avez besoin d'étudier des paramètres physiologiques sur le long terme. On est aussi assez moderne dans le terme de logiciels, puisque depuis récemment, on propose aussi des logiciels basés dans le cloud. Donc, vous pouvez acheter des systèmes locaux pour étudier vos animaux. Ça, vous l'aurez toujours. Vous aurez toujours vos animaux étudiés localement. Mais vous pouvez aussi déporter vos analyses dans le cloud pour plus de flexibilité. Vous avez vu les animaux, juste on revient sur les animaux, donc le rat bien sûr, et puis du marmouset, du cochon, mini-pig en particulier, et du chien. Pas encore de souris, je sais que j'aurais eu les questions, mais la souris est en développement. Pour quels usages? Eh bien, écoutez, les usages sont multiples. Là où il y a besoin de faire du suivi physiologique cardio-respiratoire sur des modèles pathologiques, dans le milieu plutôt privé, sur de la safety pharmacologie. Du côté training et TP, je sais que c'est au cœur du sujet, ça a été discuté hier.
On a équipé déjà une douzaine d'universités plutôt sur pour faire des TP dans des formules professionnalisantes, IUT, licence pro, et puis du monitoring de signes vitaux, par exemple. Je termine avec les 3 R parce que c'est vraiment dans notre ADN. Réduire, raffiner, bien sûr plutôt raffiner, une alternative à de la télémétrie implantée, beaucoup de choses liées à l'absence de stress, d'études des animaux. Et un point que vous avez discuté hier, on a été questionné plusieurs fois en Suisse par des comités d'éthique pour suivre des points limites. Et notre solution peut s'utiliser justement en termes de suivi de points limites. Un comité d'éthique aussi à Lyon nous a demandé aux chercheurs de suivre des points limites suite au réveil d'une chirurgie conséquente. Donc, sachez que c'est faisable avec notre système. Je vous remercie. Vous avez QR code pour nous contacter et puis je suis à votre disposition. Merci. On va enchaîner avec Sanofi, Monsieur Nicolas Dudoignon. Je vous demande de respecter aussi les 3 minutes. Oui, bien sûr. Ça peut être même plus court parce que j'ai rien à vendre en fait. Simplement, on est très content d'être sponsor de cet événement et c'est l'occasion aussi d'illustrer notre approche pour le bouton vert. Notre approche pour limiter l'utilisation des animaux, et c'est un engagement fort de Sanofi, parce qu'on est clairement conscient qu'utiliser les animaux pose des questions éthiques. Je pense que c'est au cœur des débats depuis 2 jours. Pour ça, on s'appuie sur des principes qui sont clairement ancrés dans notre code de conduite, avec des différents principes applicables sur tous nos sites et au travers de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent aussi à nos sous-traitants. Et qu'on s'appuie aussi sur des lignes directrices qui passent par le comité de bioéthique de Sanofi pour appuyer cette démarche. Et en toute conscience de l'impact que nos activités peuvent avoir sur le bien-être des animaux, mais aussi sur la biodiversité quand on est amené, par exemple, à faire des contrôles de qualité de nos vaccins qui s'appuient sur le test de sang de limule, par exemple. Donc, et dans ce cadre-là, on est aussi tenu en tant qu'industriel à des obligations en matière de rapport et de performance, qu'elles soient financières ou extra-financières. Annuellement, on publie tout un tas d'informations sur notre programme d'utilisation des animaux. Vous trouverez des informations sur le site public de Sanofi et je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations pour l'essentiel de ce qu'on peut être amené à faire. Dans le cadre de cette politique, il y a un engagement clair à l'échelle du groupe de réduire l'utilisation des animaux de 50% entre 2020 et 2030. Ça couvre tout type d'utilisation d'animaux, pas uniquement en R&D, également en production et ou en contrôle qualité, qui est le plus gros utilisateur d'animaux jusqu'à maintenant, mais avec aujourd'hui un clair bénéfice puisqu'on est en mesure de remplacer, sauf que ce remplacement, il vient avant tout de la recherche scientifique, comme vous le savez, mais il passe ensuite par des étapes de validation et d'acceptation réglementaire par les autorités. Et notre marché étant mondial, c'est un gros point de difficulté pour nous aujourd'hui de faire accepter en dehors de l'Europe des méthodes non animales pour le contrôle qualité de nos produits. Mais pour ça aussi, on a un engagement à développer de plus en plus et à intégrer les fameux NAMS, les nouvelles approches qui nous permettent de réduire cette empreinte en matière d'utilisation d'animaux. Et pour ne pas vous le cacher, le 50% de réduction, il est déjà atteint. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Et mon message principal peut-être aujourd'hui, c'est que il faut qu'on arrive à désiloter, il faut qu'on sorte de la caricature. C'est-à-dire que si on ne travaille pas en synergie, on n'avancera pas. Poser des messages qui consistent à dire que telle autorité dit qu'on peut tout passer sans les tests sur animaux, c'est bien, sur le papier, c'est très bien. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et on est amené, des fois, à débunker un petit peu ce genre d'idées, et pour autant à s'inscrire dans une démarche au travers de l'EPA, au travers de tout un tas de collaborations à l'international, à faire avancer la place des méthodes non animales et ou de réduction d'animaux dans nos portefeuilles de R&D, dans les dossiers qu'on soumet aux autorités pour pouvoir faire des études cliniques, et aussi dans les dossiers qu'on soumet aux autorités pour pouvoir libérer nos lots de vaccins ou d'insuline ou autre. Donc, on a tout ce type de collaboration. Le FC3R est là-bas dans le coin, parce que pour nous, il est intéressant, mais aujourd'hui,
Ce n'est pas l'acteur principal sur lequel on peut s'appuyer et je compte beaucoup à l'avenir qu'on puisse travailler beaucoup plus ensemble. Aujourd'hui, on a plus de bénéfices à notre niveau à travailler à l'international et avec des groupes qui portent des messages au-delà de ce qui se passe en France ou en Europe, parce que mettre l'accent sur la France ou l'Europe, qui est plus de remplacement et de réduction d'animaux, c'est très bien. Il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le reste du monde, où, encore une fois, un primate égale un tube à essai, ça ne pose pas de problème à tout un tas de cultures. Donc, je voudrais simplement insister là-dessus et inviter encore une fois au dialogue et à la collaboration pour qu'il y ait plus de partage à ce sujet-là. Merci.